Neuilly, cette rencontre de rentrée, où on a décidé effectivement d'inviter le professeur Zorbib à l'occasion de son ouvrage qui vient de sortir Entre despotisme et démocratie, l'histoire constitutionnelle de la France. Donc c'est un ouvrage qui m'a interpellé d'une part parce qu'en fait le professeur Zorbib était un de mes professeurs et un de mes maîtres dans mon parcours de droit public et de sciences politiques. Premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une résonance aujourd'hui qui est très forte, d'une part sur la pratique institutionnelle actuelle, contemporaine, et une actualité qui est aussi très forte vis-à-vis des questions sur l'appel au référendum, sur la place de la Constitution, sur aujourd'hui comment fonctionne l'Assemblée. Et donc tout ça participe à ce que ça rentre dans le cadre de Génération Neuilly, des rencontres de Génération Neuilly, qui nous permettent en fait de mettre en quelque sorte l'église au centre du village et de parler de façon intelligente de politique. Et le fondement de la politique, effectivement, c'est l'analyse de notre constitution, de notre pratique constitutionnelle, de notre pratique politique et tout ça. Je voudrais juste dire un mot. J'ai deux professeurs avec qui on en a parlé lorsqu'on a préparé la conférence, qui m'ont particulièrement marqué lorsque j'étais petit étudiant en droit, le professeur Jean Valine, qui est fils de Marcel Valine, et qui est un professeur référence de droit public, très technique, mais avec qui j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'actions politiques parce qu'il était aussi engagé dans la cité, à Strasbourg, et quelques années plus tard, où j'ai fait connaissance avec le professeur Charles Zorbib à la Sorbonne, où il était titulaire de la chaire de relations internationales, où effectivement il a contribué très fortement à structurer ma pensée, structurer mon intellect, et finalement en fait il a continué l'œuvre que Jean Valine avait fait. Et donc je suis très heureux et très honoré aujourd'hui de l'accueillir. Le professeur Charles Zorbib en fait est un professeur de droit public, de relations internationales, qui vous avez officié à la Sorbonne notamment. Vous avez été aussi comment dire, les mains dans l'agadou du rectorat d'Aix-Marseille. 10 ans doyen de Paris-Sud, quoi. 10 ans doyen de la faculté de Paris-Sud, ce qui est un record. Quoi. Voilà. 10 ans. Et ensuite, 4 ans recteur d'Aix-Marseille, qui était l'expérience la plus extraordinaire que j'ai eue, parce qu'en tant que recteur, on a vraiment une sorte de vision locale, de vision régionale. Voilà. C'est assez extraordinaire. C'est un très beau rectorat d'ailleurs, qui va des Hautes-Alpes jusqu'à Marseille. En passant par Aix, évidemment. C'était une très bonne période, jusqu'à ce que j'ose pas me dire. Après, vous êtes parti à la Sorbonne. Comme chacun sait que c'est pas du tout un sectaire, mais en vrai, il y a parfois des accidents. Il y avait une directrice de l'enseignement supérieur qui était communiste, donc à l'époque, si je me rappelle bien. Et aussi, qui est aussi un praticien du droit public, clairement, aussi commentateur effectivement de la Ve République, mais aussi praticien du droit public, car vous avez été missionné pour être le père d'une constitution. Oui. Donc, oui, du consortium franco-britannique, vous avez été missionné par Valéry Giscard d'Estaing. Non, c'est Raymond Barre. Raymond Barre. Raymond Barre, pour être le père de la constitution du Vanuatu. Du Vanuatu. Un tout petit État, voilà, qui fait 120 000 habitants, enfin, qui, quand j'y étais, faisait 120 000 habitants, une soixantaine d'îles, voilà, qui sortaient de l'âge de pierre. C'était assez marrant, c'était très marrant. Donc le mécanisme constitutionnel ne vous est pas étranger. Vous êtes une sorte d'horloger des constitutions. Il y a une anecdote, parce que au Vanuatu, il y avait deux partis, comme c'était un condominium, il y avait le parti francophone et francophile, et le parti anglophile, et on se croyait à Fachoda, les deux se détestaient. Et alors le parti francophone, il voulait absolument avoir la reproduction de la constitution de la Ve République. Pour eux, c'était un acte de patriotisme, c'est tout ça qu'il fallait leur mettre ça au nom du Vanuatu. Alors, un soir, je les ai réunis, j'aurais dit, mais malheureux, vous ne voyez pas, vous allez vous suicider, parce que, comme ils étaient minoritaires, j'aurais dit, il faut un régime parlementaire, il y aura de la stabilité, et vous aurez des chances un jour d'arriver au pouvoir comme ça. C'est ce qui s'est passé. Enfin, la Constitution tient toujours, il y a eu 2 coups d'État depuis 1979, mais les coups d'État ont échoué, et donc la Constitution tient toujours. Voilà. Merci beaucoup. Première question. Ce livre, l'origine de ce livre, vous avez... C'est tout simple, c'est que c'est une histoire du droit constitutionnel. Oui. Et c'est assez, contrairement à ce qu'on pense, c'est assez peu fréquent.
parce que dans les facs de droit, on n'étudie pas vraiment l'histoire du droit constitutionnel. On peut l'étudier comme ça, mais il n'y a pas un cours là-dessus. Et puis, lorsque j'étais à Paris 1, puisque j'étais amené, comme vous l'avez rappelé, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, il y avait à côté de nous, il y avait l'université, la vraie université de Sorbonne, c'est-à-dire l'université littéraire, etc. Paris 4. Et dans leur Paris 4 Sorbonne, et dans leur programme, ils ont un cours d'histoire des constitutions pour les étudiants en histoire, pas pour les juristes, pour les étudiants en histoire. Alors, ils m'ont demandé de faire le cours, donc je suis parti à la faculté voisine faire ce cours, et c'est l'origine du livre. Donc, à travers ce panorama, on a en quelque sorte, en fait, trois idées fortes. Oui. Qu'on va pouvoir éventuellement peut-être développer. Oui. La première question, c'est on voit qu'il y a un balancement. Il y a un balancement qui existe constitutionnel entre justement les questions du régime d'assemblée et la puissance de l'exécutif. Oui. Donc ça, quels sont les régimes? Des pulsions contradictoires oui. au fil des siècles. Les régimes, quels sont ces régimes qui ont pu toucher à ça et quels sont, qu'après, quelle est la deuxième idée sous-jacente qui peut parler de ça? Parce qu'en fait, finalement, les Français se sont passionnés depuis 2 siècles pour l'histoire, pour la Constitution, pour rédiger des constitutions, et c'est un laboratoire d'idées qui n'a aucun équivalent dans le monde. Oui, il faut souligner ça, c'est le premier point qu'il faut souligner, c'est un musée des formes constitutionnelles, c'est assez incroyable. C'est le seul exemple en Occident. Il n'y a pas un autre État qui se soit payé le luxe de rédiger au minimum 11 constitutions. Les calculs diffèrent, ça peut aller de 11 à plus de 20. Ça a commencé quand la première constitution? 1791. Et donc, officiellement, on a au moins 11 constitutions. En réalité, par exemple, sous Bonaparte, plusieurs constitutions, aucune. L'an 8, l'an 10, également après lorsqu'il revient pendant les 100 jours. Ah oui. Il y a également. Oui, vous comptez cette. Alors, si on compte tous, on a plus de 20. Également, il y a des réformes. Alors, ce qu'il y a, c'est que vraiment, on a toutes sortes de constitutions imaginables, jusqu'aux démocraties populaires, avec 1793, avec également un peu la tentative de deuxième constitution de 1946, ce projet qui a échoué par référendum. Donc, on a toutes les formes possibles de constitution, depuis la monarchie la plus absolue, avec le retour du roi sous la Restauration, jusqu'à des formes qui sont pratiquement celles de la démocratie populaire telle qu'on l'a connue en Europe de l'Est, en URSS, etc. C'est assez. Ça me fait penser toujours à la plaisanterie de Jérôme K. Jérôme. Vous connaissez l'auteur anglais Jérôme K. Jérôme, qui a fait un ouvrage qui est quand même très connu, 3 hommes dans un bateau. Oui. 3 hommes dans un bateau. Jérôme K. Jérôme, le cas c'est 4K. Il s'appelle Jérôme K. Jérôme. Alors tous les gens croyaient qu'il était d'origine polonaise. Oui. Mais en réalité pas du tout. Simplement, son père était ami intime d'un général héros de l'insurrection polonaise qui s'appelait Klapka. Alors donc il a donné comme deuxième prénom à son fils le nom de Klapka. Bon. Alors ce personnage, dans 3 hommes dans un bateau, son héros déclare: j'ai toutes les maladies. Le héros souffre beaucoup. J'ai toutes les maladies au monde. À moi tout seul, je peux être un objet d'observation pour n'importe quelle clinique, pour n'importe quel hôpital. J'ai tous les mots qu'on peut imaginer. Alors on peut dire la même chose de la France. Elle offre tous les mots constitutionnels ou tous les heureux produits constitutionnels qu'on puisse imaginer. Donc mais fondamentalement, pour redevenir sérieux, c'est à travers tous ces siècles, c'est la pulsion entre 2 vraiment conceptions de la Constitution. L'une, c'est celle de 1793 qui réapparaît constamment. Dernière campagne, Mélenchon. À quoi rêve Mélenchon? C'est la Convention, c'est 1793. C'est du tout craché, il se gêne pas du tout, il reprend la Constitution de 1793. Et puis il y a de l'autre côté la tradition, au contraire, qui part de Bonaparte et qui arrive à De Gaulle, la conception bonapartiste gaulienne en quelque sorte. C'est-à-dire, on a d'un côté la toute-puissance du législatif,
Oui. et d'autre côté la toute-puissance de l'exécutif. C'est deux visions incompatibles, et ça s'entrechoque constamment, et ça résonne, et ça anime l'histoire constitutionnelle de ce pays. Le régime d'assemblée, Le régime d'assemblée et le régime d'exécutif fort. Exécutif fort, avec possibilité, c'est apporté bonapartisme, Voilà. d'appel au peuple. Voilà, exactement. Donc, Alors c'est très intéressant parce que pourquoi cette espèce de d'aura qui entoure le régime d'assemblée? Parce qu'au départ, en 1789, on a quand même un choc fantastique quand on y pense. L'une des monarchies les mieux installées d'Europe et du monde, magnifiquement installée dans l'histoire, après 1000 siècles de monarchie, avec ce qui est quand même, pour les gens d'aujourd'hui, assez incompréhensible, le souverain, c'est le monarque. Oui. Le souverain, c'est le monarque. Les le gens qui roi. habitent la France n'ont pas d'importance juridique. C'est le monarque. La souveraineté se ramène au monarque. Et puis il a des sujets. Il a des sujets qui le divisent en trois ordres juridiques. Il divise juridiquement. Et là-dessus, on a un choc absolument incroyable. Les États généraux qui sont dans la tradition du monarque, ce sont les trois ordres qui sont réunis, se transforment en Assemblée nationale et vont renverser la monarchie. C'est un choc extraordinaire. On parle d'un ordre naturel Et, à un ordre positif, en quelque sorte. voilà, et surtout, c'est un choc de géant en quelque sorte, cette monarchie qui est assez depuis 1000 ans, qui s'effondre sous le coup de massue, le coup de bélier des gens qui sont réunis au sein des États généraux qui deviennent l'Assemblée nationale. Alors ça c'est le choc de départ, c'est un choc absolument extraordinaire. Alors beaucoup d'auteurs, quelle que soit leur tendance politique, vont considérer que c'est ce choc qui explique la suite. C'est ce choc qui explique l'instabilité de la France, parce que les Français ne se seraient jamais remis de ce choc premier, en quelque sorte. C'était tellement, ça relève du subconscient, de la psychanalyse, ils n'ont pas avalé au fond d'eux-mêmes la chute du monarque. Et à chaque fois, ils reviennent là-dessus. Et en tout cas, ça donne la toute puissance de l'Assemblée. Il aurait pu en être autrement, mais c'est quand même l'Assemblée qui a renversé le roi. Et alors, il y a eu un grand homme, c'est une simple parenthèse, il y a eu un homme immense en 1789 qui dépasse de loin, c'est un géant à côté de tous les autres acteurs de la Révolution, c'est Mirabeau. Mirabeau qui est vraiment absolument extraordinaire. Et malheureusement, il est mort à 42 ans. Il meurt à 42 ans en pleine gloire, il domine complètement l'Assemblée, il a tout en main, mais il meurt, et sans doute que la France aurait été tout à fait différente s'il avait survécu. Il y avait une chance qu'on ait une monarchie constitutionnelle. Ouais, c'est ça, l'opposition, assemblée parlementaire et exécutif fort, avec appel au peuple. Tout aurait été différent, tout aurait parce été que différent, lui, rapidement. il voulait avoir l'exécutif en main, mais les membres de l'Assemblée sont méfiés de lui. Oui. Ils ont craint d'un pouvoir trop autoritaire, et ils ont passé un décret qui interdisait aux membres de l'Assemblée d'être ministre. C'était spécialement dirigé contre lui. Et il y avait aussi d'être réélu à une époque. Oui, absolument. Alors je vais faire tout de suite un parallèle, je vais faire tout de suite enjamber Oui. sur la situation parlementaire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, par rapport à la situation révolutionnaire, par rapport aussi à ce paradigme exécutif et assemblée parlementaire qui fait beaucoup parler d'elle, est-ce qu'on peut retrouver des parallèles historiques et peut-être des pistes d'analyse sur cette assemblée que nous connaissons aujourd'hui, qui dans le cadre de la Ve République est relativement... est-ce qu'elle est neuve d'une part, et d'autre part, est-ce qu'elle pose problème vis-à-vis des institutions d'un cinquième, ou tout au moins de la tradition constitutionnelle, des traditions constitutionnelles de la France? Oui, alors évidemment, c'est une situation en principe complètement inédite, puisque nous avons une tripartition avec l'impossibilité pour les deux oppositions de se réunir et de former une nouvelle majorité. C'est évidemment inédit sous la Ve République, puisque jusque-là, il y avait toujours un pouvoir majoritaire et puis une opposition qui pouvait devenir majoritaire. Oui. D'où le jeu des cohabitations, sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire, mais ça c'est une autre histoire. Cohabitation avec l'opposition qui s'empare de l'initiative et le président devient un président finalement
son pouvoir, en réalité son pouvoir, parce que dans la logique de la Ve République, le président doit avoir une majorité parlementaire pour pouvoir vraiment diriger le pays et exercer ses différentes compétences. Alors cette situation est tout à fait nouvelle. La question qu'on peut se poser, c'est comment en sortir, pas pour donner un coup de main au président Macron, mais comment peut-il s'en sortir par les moyens juridiques. Au fond, et ça nous amène au fond du sujet que vous avez fixé, les créateurs de la Ve République, c'est-à-dire en partie le général de Gaulle et Michel Debré, semblent ne pas avoir pensé qu'ils auraient un parti majoritaire. Les grands partis majoritaires tels que nous avons connus, c'est après 1962 qu'ils se sont constitués. À partir de l'élection du président au suffrage universel, il y a eu un grand mouvement de recomposition politique dans le pays et un parti majoritaire s'est dégagé. C'était pas toujours le même, ça variait tout le temps, mais il y a eu des partis majoritaires qui se sont succédés. Et alors, entre 58 et 62 mais au départ, ce n'était pas prévu. L'idée du général de Gaulle et Michel Debré, c'est qu'on va continuer à avoir une myriade de partis comme sous les 3e et 4e Républiques. C'est leur idée, ils en sont persuadés. D'où les moyens, il faut remplacer les grands partis à l'anglaise ou à l'américaine, les grands partis du conflit, puisqu'on ne les a pas, on va le remplacer par des moyens juridiques. D'où le fameux parlementarisme rationalisé de Michel Debré, dont il reste le fameux 49-3. Donc c'était une des voies possibles, c'était le parlementarisme rationalisé, utiliser à fond les moyens qu'offre la Constitution, et c'est une des voies qui serait possible aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous avons une situation particulière. Mais il y a l'autre voie, et on en vient aux origines de la Constitution. Il y a une autre interprétation, une autre volonté, c'est celle, on avait parlé avec vous, Benoît, il y a en réalité deux fondateurs de la Constitution, deux maîtres d'œuvre, Michel Debré d'un côté et René Capitan de l'autre. Et leurs visions ne sont pas les mêmes. Leurs visions ne sont absolument pas les mêmes. Michel Debré, c'est un libéral de style britannique. Il rêve d'un système parlementaire efficace, rationnel, à la britannique. Tandis que René Capitan, c'est tout à fait différent. C'est un démocrate chrétien avec une autre vision. Et pour lui, il faut donner la parole au peuple. C'est le référendum. Alors, il a une vision très particulière. Il nous dit que le président de la République, le président de la Ve République, a des pouvoirs qui sont absolument étranges en Occident. C'est l'homme qui a le plus de pouvoir en Occident, dans son pays. En principe, selon les textes. Beaucoup plus de pouvoir que le président des États-Unis, par exemple. Et donc, il faut, pour que la France reste une démocratie, il faut que ce président soit responsable politiquement. Ce qu'on a oublié au fil des présidences, il faut que le président soit responsable politiquement. Donc, qu'il mette son mandat en jeu régulièrement, et lorsqu'il est désavoué par le peuple, eh bien il doit partir. C'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a au fond une double responsabilité. Le Premier ministre et son gouvernement sont responsables devant l'Assemblée, ils posent la question de confiance. Le président, de son côté, est responsable devant la nation et pose la question de confiance référendaire. Pour René Capitan, c'est une question de confiance qu'il faut poser périodiquement pour rafraîchir ce qu'il appelle la légitimité du président. Donc voilà le système, c'est un système assez compliqué, avec donc en réalité deux systèmes de représentation et deux responsabilités politiques, ce qui est assez original. Mais qui s'appuie beaucoup sur la coutume de fait, puisque dans les articles traitant de la Constitution, les articles de la Constitution traitant du recours au référendum, il n'est nullement mentionné qu'il y ait une mise en cause de la responsabilité en cas de désaveu par le président, par le peuple, du référendum. Absolument. Donc il y a une ça repose coutumière en fait. Ça repose sur la doctrine de Capitan. C'est ce que Capitan a expliqué, il était professeur de droit, c'est ce qu'il expliquait dans ses travaux. Oui. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'a appliqué le général. Oui. C'est ce qu'a appliqué le général de Gaulle. Lorsqu'il lance une question référendaire, une question de confiance référendaire et qu'il les avoue, il part. On dirait que ça correspond à la pratique gaullienne. Pratique qui a été complètement oubliée depuis,
oublié, dès la disparition du général, ses successeurs ont craint de devoir subir son sort et ont utilisé le référendum sur des questions qui leur semblaient faciles, de façon à avoir officiellement une légitimité renouvelée. C'est l'exemple qui est très intéressant de Pompidou. Pompidou qui fait un référendum sur l'entrée de la Grande-Bretagne en Europe. 72. Il pense que ce sera facile, que ce sera une victoire facile parce que l'ensemble des grands partis sont d'accord pour l'entrée de la Grande-Bretagne. Manque de chance, les partis eux aussi se livrent à un jeu politicien. Pompidou s'était livré à un jeu politicien, il faut bien dire, en posant ce type de questions, trop facile en quelque sorte. Oui. Et les partis lui répondent en prenant l'abstention. Donc c'est une victoire médiocre. Et par la suite, tous les présidents, justement, vont avoir tendance à poser des questions inoffensives ou à, comme Jacques Chirac, à dire que de toute façon, quel que soit le résultat du référendum, il resterait au pouvoir. Jacques Chirac ayant d'ailleurs avec sa faconde habituelle des phrases extraordinaires en disant oui, les Français, vous les connaissez, vous allez le mettre un peu de ce côté, un peu de l'autre côté, donc c'est pas grave, le résultat du référendum, on prendra ce qui viendra. Ouais. Mais alors, comme vous le disiez, effectivement, ce parlementarisme, entre guillemets, raisonné, semble être une piste intéressante aujourd'hui. Mais on l'a vu, c'est que l'Assemblée et les Français semblent moins accepter les réponses de Michel Debré, notamment l'utilisation du 49.3 vis-à-vis du gouvernement. Donc comment on explique un petit peu ça? Est-ce que c'est... Non, effectivement, puisqu'on a une assemblée tripartite et sans majorité, et on ne voit pas comment une majorité peut surgir dans l'état actuel des choses actuellement, il y a ou bien la sortie par la voie parlementaire tracée par Michel Debré, c'est-à-dire le parlementarisme rationalisé, mais l'ennui c'est que depuis la réforme de 2008, la réforme Sarkozy-Balladur, le corset s'est resserré. Oui. On voit bien les réactions au 49.3, à chaque fois l'opposition crie la dictature, etc. Et donc c'est une voie qui s'est rétrécie. Et l'autre voie, c'est celle du référendum, qui semble être très hésitante d'après les déclarations des parlementaires. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a une Assemblée nationale, on touche du doigt à la chose, effectivement, comme vous le dites, qui est tripartite, avec un bloc, comment dire, parlementaire, entre guillemets, raisonnable, anciennement raisonnable, un bloc national qui, aujourd'hui, rentre dans les règles du jeu, et ensuite, on a une petite partie d'agit-prop, à l'extrême gauche, qui semble contester les fondements même du système. Finalement, en fait, on a une situation, comme vous le disiez, une situation un petit peu conventionnelle. Vous disiez que Mélenchon, sa vision était... Voilà, mais on voit que la pratique... Oui, sa vision, c'est 93. Voilà. C'est Robespierre, il le dit. C'est ça. Et alors... on peut faire le lien avec la Convention, en quelque sorte, sur la vision politique de Mélenchon. Est-ce qu'on peut toucher quelques mots? Parce que finalement, en fait, c'est une menace sur la Constitution qui, par ricochet, peut aussi influer la pratique constitutionnelle, ou tout au moins la pratique des institutions, de la part de cette majorité qui est très relative. Oui, c'est vrai. Enfin, il n'est pas majoritaire pour l'instant. Non. Mais là, c'est quand même relatif. Mais c'est vrai, la vision de Mélenchon, c'est celle de 93, c'est de Robespierre. Et on voit bien, par exemple, sur la police, en réalité, ce qu'on comprend dans la déclaration de Mme Rousseau, etc., c'est que la police est inutile. La police est inutile. Si elle apparaît dans les rues, c'est une menace à la démocratie. C'est un outrage au peuple. Grand danger pour la démocratie. Donc, le climat général, c'est que, au fond, sous les 3e et 4e républiques, qui ont quand même marqué, surtout la 3e, qui était le régime le plus long, jusqu'à
jusqu'à la 5e, justement, l'idée c'était que l'exécutif ne pouvait rien faire. Que l'exécutif était vraiment égorgé, pas égorgé, mais encerclé, étranglé. Ça aurait pu être autrement, parce qu'on pouvait imaginer un régime parlementaire fonctionnant bien. C'était le modèle anglais, auquel pensaient toujours les Français à partir du début de la 3e. Mais il y a eu un incident qui a fait que ce fut impossible. C'est la fameuse crise du 16 mai 1877. Jusqu'au 16 mai, on pense que le président peut dissoudre l'Assemblée. Et ça, c'est très important, parce que cela donne un équilibre, l'équilibre que l'on voit en Grande-Bretagne depuis toujours. Dans la constitution coutumière britannique, le Parlement peut renverser le cabinet, mais le cabinet peut dissoudre le Parlement. Donc il y a un équilibre des pouvoirs. C'est extrêmement important. Et ça se fait il faut qu'il y ait un équilibre de pouvoir qui soit naturel. Ce qui est d'ailleurs aussi le cas même aux États-Unis, ce l'air de rien, puisqu'il y a des périodes où c'est le Congrès qui domine, et des périodes où le président domine. Woodrow Wilson, qui était professeur de droit, a bien noté dans ses ouvrages de juriste, avant d'accéder à la présidence, il a bien noté cette espèce de balance entre le pouvoir du Congrès et le pouvoir du président. Donc tout ça est assez conforme à l'idée qu'on sait des démocraties, mais cette balance n'était pas possible sous la 3e, à partir de la crise du 16 mai. Oui. Donc le gouvernement, désormais, devient une sorte de comité du Parlement. Commission du Parlement. Et en moyenne, tous les 6 mois, ce gouvernement va être renversé sous la 3e, puis sous la 4e République. C'est une sorte de chasse à l'homme, chasse au gouvernement. Alors l'idée du général de Gaulle, en retrouvant les recettes de Bonaparte, c'était de doter, d'arracher ses entraves, donner une plus grande liberté au pouvoir exécutif en enlevant tous ceux qui l'entravaient. C'est ça l'idée de la 5e République. Mais après, au fil des années, les entraves reviennent. Les entraves sont revenues et on a aujourd'hui un pouvoir entravé. Vous pensez réellement? Virtuellement. Virtuellement entravé. On a le sentiment, notamment, mais ça c'est lié à la personnalité des présidents, que par exemple depuis Sarkozy, il y a une sorte d'activisme du président. Il y a eu après une sorte de redescente, ce qui valide de fait votre deuxième paradigme que vous mettez dans ce livre. Il existe des cycles constitutionnels. Je parle de constitution dans la lettre, mais aussi surtout dans la pratique. Oui. Et que là, nous avons de nouveau, depuis 6 ans, un président qui, d'autant plus qui est en majorité relative aujourd'hui, qui semble de plus en plus présent. Vous avez la crise Covid qui a monopolisé l'espace médiatique du gouvernement, très peu de députés. Je ne sais même pas s'il y a eu en quelque sorte des sessions parlementaires pendant le Covid. Je ne m'en rappelle pas. Mais il y a une sorte de retour de balancier. Et alors ça ne valide pas justement cette question justement d'une assemblée qui est aujourd'hui introuvable avec un espace politique qui est repris par le gouvernement. Oui. Oui, c'est vrai. Il y a cet héritage constructif de la 5e qui existe toujours, de ce point de vue, c'est vrai. On a bien vu pendant la crise de Covid, le gouvernement qui s'appuie sur un comité d'experts. C'est quand même assez inédit. Le comité d'experts, c'est un lieu de parlement, pratiquement. C'est le comité d'experts qu'on consulte. Et d'ailleurs, c'est une tendance que Emmanuel Macron a tendance à reproduire, puisqu'il crée des conventions maintenant, chaque fois qu'il y a un programme, convention sur l'environnement, convention sur l'euthanasie, avec 200 personnes qui sont choisies plus ou moins arbitrairement, on ne sait pas sur quels critères, donc tout ça pose un problème, c'est évident. C'est ça. Le Conseil national de la refondation. Oui, le Conseil national de la refondation, avec le sigle CNR qui est repris, alors que ça n'a évidemment aucun rapport avec le Conseil national de la résistance. Oui. Ça n'a strictement aucun rapport, mais
reprend le sigle. Donc évidemment, tout ça pose beaucoup de problèmes. Donc le problème fondamental, je crois, a surgi au niveau du débat constitutionnel, puisque c'est notre objet ici. Il a surgi à la fin de la campagne présidentielle précédente, donc à la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, sur justement le rôle du référendum. Alors il y avait le problème qui anime tous les Français, le problème de l'immigration. Évidemment, comme disait Onfray, c'est assez curieux parce que si on regarde les médias nationaux, les grands médias, ils ont des préoccupations et un vocabulaire qui sont tout à fait différents de ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou dans les chaînes spécialisées. Donc on a l'impression, c'est le problème, en fait, de revenir sur le problème de ce qu'on appelle la post-démocratie. La post-démocratie, c'est vraiment un problème immense, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'élite dirigeante, l'élite d'une société, sait ce qu'est la démocratie et veut obliger le peuple à rentrer dans les boxes qui lui indiquent. C'est un peu... J'avais fait un papier qui était pas très respectueux, c'est un peu la situation du peuple de Varsovie et des pays de démocratie populaire. Moi, quand je suis allé, quand ces malheureuses démocraties existaient, je suis allé souvent avec des organismes pour aider les dissidents, leur amener des machines à écrire, des choses comme ça. Et il y avait vraiment une coupure totale entre le discours officiel et ce que pensaient les peuples, ce que pensaient les gouvernements. Et en Occident, on arrive à un point à cause du problème de l'immigration, avec le fait que la Commission Bruxelles a décidé une fois pour toutes que le problème de l'immigration, ça se ramenait à comment répartir les migrants qui arrivent, comment les répartir entre les différents pays d'accueil, entre les différents pays européens. C'est un point, c'est tout. C'est une question de quotas. C'est une question technique. Il faut partager les quotas entre les différents pays d'accueil possibles. Et c'est à cela que se ramène le problème de l'immigration. Évidemment, au niveau des gouverneurs, on a un discours tout à fait différent. Et donc il y a une tension qui est vraiment, si on réfléchit, assez dramatique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lors de la dernière campagne, on sentait que ce problème de l'immigration était extrêmement prévalent. Et certains candidats de plusieurs camps, droite classique ou RN, ont déclaré qu'il était essentiel de faire un grand référendum sur l'immigration, pour savoir exactement ce qu'en pensaient les gouvernés, et ce qui donnerait une force pour lutter contre tout ce corset européen et juridictionnel. Vous parlez évidemment des juges, qui nous encerclent. Et donc, là-dessus, c'est créé une polémique très paradoxale qui a été lancée par Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, qui a un mois ou deux de l'élection présidentielle déclare de toute façon, on ne pourra pas faire de référendum, quel que soit le président élu, il n'y aura pas de référendum sur l'immigration, c'est pas possible, car il y a deux voies référendaires, l'article 11 et l'article 89. L'article 89 prévoit que les deux assemblées doivent d'abord se prononcer sur le projet de réforme du texte. Et donc, évidemment, vous pouvez penser qu'une certaine présidente n'aurait aucune chance d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat une fois son élection faite. Et puis, il y a l'article 11 qui permet de poser une question. Alors, absolument. Et là, on nous dit, l'article 11, c'est absolument impossible. L'article 11, c'est terminé. Le général de Gaulle l'a utilisé, mais on n'est plus sous l'ère gaulienne. Il n'y a plus de général de Gaulle. Donc, on ne peut plus utiliser l'article 11. Ce qui est absolument stupéfiant, parce que l'article 11 a été utilisé en 1962 pour l'élection du président au suffrage universel, pour décider l'élection du président au suffrage universel, c'est-à-dire la réforme la plus importante qui a été accomplie sur la Ve République. C'est la réforme la plus importante, la réforme qui décide l'élection du chef de l'État au suffrage universel, qui a complètement transformé le jeu politique. Et bien on nous dit que cette réforme serait inconstitutionnelle.
Alors, est-ce qu'on rêve ou pas? Donc, la réforme la plus importante aurait été inconstitutionnelle. Et donc, il faut faire très attention et surtout ne pas utiliser l'article 1. Donc, l'argumentation, vous pouvez la reprendre, et tous les jurys, c'est une mobilisation de mes collègues sur le roi, y compris dans le manuel, vous pouvez consulter dans le manuel, ils se positionnent chacun, alors ils vous disent non, d'abord parce que l'article 11, ça a été inconstitutionnel, tel que l'a appliqué le général, mais aussi, disent-ils, parce que la tradition française, c'est un argument qui revient constamment, la tradition française, c'est de ne pas distinguer les citoyens et les étrangers. Alors là, j'avoue que je ne vois pas où ils ont trouvé ça. Vous trouvez ça partout? Il manque un pied dans le raisonnement, en quelque sorte. Une majorité des professeurs de droit, actuellement, et c'est repris par Fabius et compagnie, on dit que la tradition française, c'est de ne pas distinguer les citoyens français et les étrangers, qu'il s'agisse des avantages sociaux ou des droits politiques. Et c'est complètement faux, c'est complètement faux. Alors à ce moment-là, on dit oui, vous regardez la Déclaration des droits de l'homme, elle s'adresse à l'univers. C'est vrai, c'est vrai. Les constitutionnalistes à la Robespierre pensaient légiférer pour l'univers. Ils l'ont dit. Dupont de Nemours, l'ancêtre de la grande dynastie américaine des Dupont de Nemours, qui était le jeune conseiller de Mirabeau, Dupont de Nemours, lorsque la Déclaration des droits de l'homme est élaborée, il dit nous avons légiféré pour l'univers. Ce n'est pas pour les Français, c'est pour l'univers. Bon, mais ça, c'est le discours. Oui. Mais quand vous lisez la déclaration, on pourrait en faire une analyse du texte, chaque droit qui est présenté sous une forme abstraite, c'est vrai, mais chaque droit se rapporte à un abus de l'Ancien Régime. C'est vraiment une déclaration de droit pour les Français. Chaque droit, c'est un abus de l'Ancien Régime que l'on veut réparer, auquel on veut répondre, que l'on veut résoudre. Donc, en réalité, ça ne tient pas la route. Dans n'importe quel État au monde, une constitution, c'est fait pour les citoyens. Les citoyens ont des droits, etc. Donc, et alors, le dernier argument, c'est de dire c'est extrêmement grave, vous allez violer la supériorité du droit européen. Oui, c'est ça, vous allez violer la supériorité du droit européen, c'est absolument tragique. Vous allez être vu, je peux déclarer grand fameux, vous allez, la France va être vue comme trublion par l'ensemble de l'Europe. Manque de chance. Le 5 mai 2020, le bon élève par excellence, l'Allemagne, le tribunal fédéral constitutionnel de Karlsruhe rend un jugement extraordinaire en renvoyant la Commission de Bruxelles à ses cuisines, en disant toutes les mesures financières qui ont été prises sur les fonds européens étaient illégales, et nous vous rappelons, disent les juges de Karlsruhe, nous vous rappelons que l'Union européenne n'est pas un État fédéral. C'est une organisation à laquelle participe son État, mais ce n'est pas un État fédéral. Donc les Allemands ont ramené les pendules à l'heure. C'est quand même important. Mais on parle de plus en plus, là on parle du recours au référendum, mais on parle aussi du gouvernement des juges. On voit qu'il y a des parallèles. Comment dire, il y a sur ce point-ci, il y a quand même une pyramide des normes européennes, une pyramide des normes de la Constitution française, au niveau européen aussi, et il y a aussi l'application du droit européen, d'application directe, à la différence des directives qui ont besoin d'une transcription dans le droit français. Vous avez quand même des règlements européens qui existent, qui sont d'application directe. Et qu'en est-il aujourd'hui? Le juge constitutionnel allemand s'est prononcé, mais on voit aujourd'hui, vous avez l'ensemble de la chaîne du second degré, pas du second degré, mais du degré de juridiction la plus haute, comme le Conseil d'État, les conseils constitutionnels, je ne parle pas de la Cour de cassation, mais Conseil d'État, Conseil constitutionnel, qui font appel aux mains européennes pour justement casser toute décision qui pourrait exister. On a vu encore aujourd'hui, concernant effectivement les questions migratoires,
où effectivement on ne peut pas déroger au droit européen et on a une obligation d'accueil et qui ne souffre d'aucune opposition, y compris dans les tribunaux. Oui, alors, c'est l'État qui a sorti ça aujourd'hui. En 21, il y a 5 jours. Oui, c'est ça. La Cour de l'Union européenne. Oui, c'est ça, la Cour de justice de l'Union européenne. Saisie d'une question de constitutionnalité par le Conseil d'État. C'était il y a 5 jours. C'était évidemment assez étonnant. Je n'ai pas encore lu le texte. Donc, ce que dit la Cour, c'est qu'on peut prendre des mesures fortes face à l'afflux de Lampedusa, etc. Oui. Mais on ne peut pas accompagner de force les migrants. On peut les inviter. On peut les inviter à repartir, mais on ne peut pas les... Pratiquement, c'est ça. Alors, le problème, il y a 2 problèmes en réalité. Le problème du gouvernement des juges en France, et puis il y a aussi la complication européenne. Alors, vraiment, les juges, et là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, je crois. Ça n'existait pas, ça n'a jamais existé jusqu'à la Ve République, après De Gaulle. Oui. Ça n'a jamais existé, pour quelle raison? Parce qu'on a parlé des 2 pulsions qui animent l'histoire constitutionnelle française, mais les 2 pulsions avaient le même résultat. Aucun pouvoir pour le juge. Les 2 côtés. Oui. Lorsque c'était un gouvernement parlementaire, la toute-puissance de l'Assemblée, parce que c'était ça le gouvernement parlementaire à la française, c'était la toute-puissance de l'Assemblée. La toute-puissance de l'Assemblée, la loi est déifiée. La loi, c'est extraordinaire. On ne peut pas imaginer la vraie République parlementaire à la française, c'est la République des députés. C'est la République des députés. C'est comme les Doges de Venise, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement collectif. Ce sont les députés qui sont souverains, en réalité. C'est plus monarque, c'est les députés. Alors, cette République des députés, on n'imagine pas une intervention du juge. Soit la 3e ou soit la 4e, ce serait complètement incroyable. Ce serait une projection dans un univers impossible. La loi est sacralisée. La loi est faite par le Parlement, elle est sacralisée. On peut attaquer les décrets du gouvernement parce qu'on se méfie de l'exécutif. C'est le rôle du juge administratif, c'est le rôle du Conseil d'État. Mais la loi est inattaquable. La loi est inattaquable. Le Conseil d'État lui-même a fini, au bout de nombreuses années, dans quelques cas extrêmement particuliers, a décidé qu'on pouvait considérer que certains citoyens étaient victimes de la loi. Dans quel cas, c'était lorsqu'une loi, en réalité, visait, par exemple, vous avez une loi qui visait en réalité une entreprise ou 2 entreprises. Imaginons une loi qui va, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, qui va porter sur la fabrication d'un lait artificiel, et il y a 2 entreprises qui sont visées. La loi interdit cette fabrication, donc il y a 1 ou 2 entreprises qui vont être victimes. Après des années de discussion, le Conseil d'État, sous la 4e République, a décidé que dans ce cas-là, il pouvait y avoir une responsabilité en fonction de la loi. Mais autrement, ça n'existe pas. Si vous êtes victime de la loi, la loi, c'est le produit de la souveraineté. Et celui qui est responsable, c'est l'exécutif, c'est le gouvernement, devant le Conseil d'État. Donc, pas de place pour les juges. Et du côté bonapartiste, c'est la même chose. Oui. Le juge, c'est le servant de l'exécutif. Vous avez, dans toutes les constitutions napoléoniennes, y compris sous Napoléon III, une juridiction constitutionnelle, mais qui n'a aucun pouvoir. Donc, le seul rôle, c'est de venir conforter l'autorité du prince. Donc, des 2 côtés, dans la tradition française, quelle que soit la pulsion à laquelle on faisait allusion, il n'y a pas de place. Chez les bonapartistes, il y avait même une décomposition de la conception à la promulgation de la loi pour les avec plusieurs corps législatifs. Il y avait aussi un corps judiciaire, mais qui n'avait vraiment aucune importance et qu'une importance de représentativité. Donc, tout d'un coup, on voit apparaître un gouvernement des juges, c'est quelque chose d'absolument inédit en France. Ça n'a jamais existé dans la tradition française, absolument jamais. Et De Gaulle ne voulait pas, on le sait par les mémoires de Léon Noël, qui était un de ses conseillers,
De Gaulle ne voulait pas de juridiction constitutionnelle. Alors, Léon Noël expliquait que ça ferait bien pour l'opinion internationale, ça ferait très bien. Et ils ont donc inventé, comment dire, un organe Une sorte de cosmétique. Cosmétique. C'est un ajustement cosmétique pour que ça fasse bien. Donc la Constitution est belle allure. On a mis ce conceptionnel. Quelle était sa fonction? Sa fonction était de s'assurer que le Parlement ne sortait pas de ses compétences. Oui. Pour la première fois, on avait assigné au Parlement des compétences précises. Désormais, le Parlement n'était plus seul à faire la loi. Il y avait la loi faite par le Parlement et la loi faite par le gouvernement. Oui. Et le Conseil constitutionnel, c'était le chien de garde. C'était le chien de garde du gouvernement. Le Conseil constitutionnel devait veiller à ce que L'article 34 et 37. oui, que le Parlement ne sorte pas de ses compétences. Reste bien enfermé dans l'article 34, ne sorte pas de ses compétences. Et puis il y a eu, vous savez, toute une révolution qui s'est produite à partir de 1971. Oui. À partir de Vous pouvez rappeler décision, tous les éléments sont là. vous avez Et là, vous avez la liste, vous avez les papiers, vous les avez papiers, les preuves. c'est très important. Très important, c'est la décision du 16 juillet 1971. C'est au moment de la campagne qui suit le. Suivi, Non, non, 71. C'est C'est une décision du Conseil constitutionnel dite liberté d'association. Alors il y a toute la petite histoire, bon, parce que ça vaut. Le président du Conseil constitutionnel à l'époque est un grand gaulliste, Gaston Païevski, mais il est très, très vexé parce qu'il voulait avoir la Grande Croix de la Légion d'honneur et ça lui a été refusé, il n'a pas obtenu. Il n'a pas obtenu, alors d'après la petite histoire, il se serait mangé comme ça et il aurait facilité cette décision selon laquelle, et ça change tout, selon laquelle, désormais, le Conseil constitutionnel ne va pas vérifier que la loi est conforme à la Constitution, ce qui était le cas jusque-là. La loi est-elle ou non conforme à la Constitution? Mais elle doit désormais être conforme au bloc de constitutionnalité. Au bloc de constitutionnalité qui comprend la Constitution de la 5e, mais également le préambule, ce qui est très important parce que le préambule c'est très abstrait, le préambule de la 5e d'abord, plus la Déclaration des droits de l'homme, plus le préambule de la Constitution de 1946. Alors avec cela, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez ce qu'ils appellent le bloc de constitutionnalité, vous avez un ensemble de principes qui n'étaient pas faits pour être appliqués. Jamais les gens qui ont rédigé la Déclaration des droits de l'homme ou le préambule, encore pire, de la Constitution de 1946, n'ont pensé que c'était applicable. C'était des principes généraux, comme on en fait dans tous les discours dominicaux en République. Donc, c'était un changement complet de pensée juridique, etc. Donc, désormais, le Conseil constitutionnel, grâce à cela, devient un super gouvernement. C'est à la fois un super gouvernement et un super législateur. Parce que dans ce bloc de constitutionnalité, vous trouvez tout ce que vous voulez. Lorsque la majorité lorsque la majorité veut décider qu'une loi doit être envoyée, Oui. annihilée, eh bien, il trouve toujours un principe. Oui, vous avez c'est ça, dans 46, vous avez les principes fondamentaux des lois de la République. Oui, mais c'est abstrait, jamais, c'est une sorte de stock. Le droit au Une logement. sorte de principe, voilà, droit au logement, droit à la santé, il y a tout de droit. Constitution 1948, mais tout ce que vous voulez. Mais alors ça, il y a eu d'autant plus à porte ouverte à toutes les fenêtres, d'autant plus qu'ensuite, dans une jurisprudence ultérieure, vous avez eu les principes particulièrement nécessaires à notre temps aussi, qui sont arrivés, et qui ont été créés ex nihilo, Oui, qui sont ajoutés à la qui ont été Constitution. rajoutés à ce bloc de constitutionnalité, Oui, c'est encore autre chose, oui, et bien sûr. qui sont dénommés
un peu à l'américaine, c'est Ouais. tout risque dénommé, c'est tout principe dénommé. Donc lorsqu'on crée un nouveau principe, lorsqu'on crée un nouveau droit, eh bien, par exemple un droit au logement, un droit, je sais pas, le droit à choisir son genre, Ouais. eh bien, il risquerait éventuellement d'être repris par le Conseil constitutionnel, parce que c'est un principe particulièrement nécessaire à notre temps, et il s'inscrit dans une temporalité, donc c'est une approche constructiviste en quelque sorte, qui existe par elle-même sans histoire. Oui, mais le point fondamental, c'est que nous avons donc un stock de principes. Vous avez un stock dans lequel le Conseil peut puiser ce qu'il veut. Ouais. Il peut puiser ce qu'il veut. Et c'est le Conseil lui-même qui s'est Absolument. qui a auto-adopté tout ça. Absolument. C'est même pas la le Parlement décision. qui l'a autorisé. Non, absolument pas. C'est la décision du 16 juillet 1971. Le Conseil décide que désormais, une loi ne doit pas seulement être conforme à la Constitution, mais au bloc des principes constitutionnels dans lesquels vous avez la Déclaration des droits de l'homme de 89, vous avez la Constitution de 46 et vous avez les préambules. Les préambules, la tradition c'était de ne pas considérer qu'ils avaient une valeur juridique. Les préambules, par définition, ce sont des grands principes que l'on rappelle devant le peuple. Mais est-ce qu'il y avait le droit de le faire? Est-ce qu'il y avait le droit de le faire, ça? Constitutionnellement. Il y a Personne n'a la compétence de la compétence. Ah, il y a compétence, non? Est-ce qu'on a le droit de faire n'importe quoi? C'est la question avec de la compétence. On peut lui retirer cette compétence-là. Oui, c'est passé. C'est passé. Hein? Les présidents successifs se sont couchés. Il n'y a jamais eu de réforme. Aucun président n'a protesté. Alors, Je vous donne un exemple concret. Le Conseil constitutionnel, sur les questions d'immigration, a décidé qu'il y avait un principe de fraternité. Il y a, c'est extrêmement important, il y a un principe de fraternité. Et égalité. fraternité, et donc, lorsque la devise a été inventée et mise sur le fronton des écoles communales, etc., on ne pensait pas que c'était un principe qui pouvait offrir une sanction juridique, une sanction judiciaire. Alors, c'est assez comique, parce que les différentes cours constitutionnelles d'expression française, francophones, des pays francophones, se réunissent périodiquement, amicalement, ce n'est pas du tout une instance officielle, c'est une sorte d'association, il existe l'association des conseils constitutionnels francophones. Ils se réunissent pour déjeuner ensemble et discuter. Et là, lors de l'une de ces réunions, il y a une dizaine d'années, un éminent ancien premier président de la Cour de cassation, devenu membre du Conseil constitutionnel, fait devant toutes les cours un très grand rapport sur le principe de fraternité. Il explique que désormais, en France, on s'appliquait le principe de fraternité. Alors là, nous avons eu une scène digne d'un film de Woody Allen. Nous avons eu le président du Conseil constitutionnel algérien, M. Bejaoui, qui s'est redressé et qui a dit aux représentants français: mais ce que vous dites est complètement faux. Ce que vous dites est complètement faux, mais le principe de fraternité, ce n'est pas un principe juridique, c'est un principe moral. On peut moralement chanter la fraternité entre humains, mais nulle part on ne peut faire de la fraternité un principe juridique. Eh bien, ça n'empêche pas que le Conseil constitutionnel a annulé, lorsqu'il y avait un brave passeur niçois qui a fait passer dans sa voiture 200 migrants par petits voyages successifs et qui les a logés dans un local désaffecté de la SNCF, eh bien, il a été sanctionné très modestement, mais la décision a été cassée par le Conseil constitutionnel qui a décidé non, c'est le principe de fraternité. Donc voilà où on en est. Il est invité à Cannes. Valeur chrétienne devenue folle. C'est ça. En quelque sorte, en fait, ça illustre, j'ai un petit parallèle, ça illustre le fait qu'une constitution, c'est vraiment une horlogerie très fine. Il y a quelques années, les horlogers suisses de luxe ont créé ce qu'on appelle des complications. Ils ont créé ce qu'on appelle des tourbillons. C'est-à-dire une complication qui est très jolie, mais qui est une sorte de petite performance mécanique qui n'apporte strictement rien au fait précision, à la précision et au fait de donner de l'heure.
Et finalement, en fait, le Conseil constitutionnel de tourbillon, cette petite complication qui était faite pour être belle, en fait, est devenu maintenant l'élément central sans lequel la Constitution ne peut plus fonctionner, ou entre guillemets, l'ordre législatif n'est plus respecté. Absolument. Et je citerai un grand juriste, René de la Charrière. René de la Charrière, il a tout dit. Il a noté dans un de ses ouvrages que ni la déclaration de 1789, ni le préambule de 1946 n'offraient de fondement solide à un contrôle de constitutionnalité. Et les sages se sont autorisés, les sages et les membres du Conseil constitutionnel, se sont autorisés à les faire parler. Ils ont fait parler des principes qui étaient là sur un plan en quelque sorte esthétique. Et René de la Charrière conclut, et je suis d'accord tout à fait avec lui, ils ont introduit un contrôle de la politique sous couvert du droit. Voilà, sous couvert du droit. C'est exactement ça. Seulement, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle politique sous couvert de droit. Et il se comporte comme un super gouvernement. C'est exactement un super gouvernement ou un super parlement, comme on veut. Mais c'est que... Est-ce que je peux poser une question? Quel est le niveau de conscience des membres du Conseil constitutionnel de la fragilité apportée par cette décision de 71? Quel est leur niveau de conscience de la fragilité apportée par cette décision sur le fonctionnement, le bon fonctionnement de notre pays, de nos institutions? Selon vous, hein, est-ce qu'ils ont une conscience de la fragilité ou est-ce qu'on s'en moque? Et selon vous, comment appréciez-vous la situation? Tout doit dépendre aussi de la personnalité de chaque élément, évidemment. Mais il y a... Est-ce qu'ils le savent, selon vous? Il y a l'exemple que je venais tout à l'heure, l'ancien premier président de la Cour de cassation, qui, pendant une heure, explique à ses collègues étrangers qu'il faut faire triompher le principe de fraternité. Donc il y a une sorte d'échappée dans l'utopie, vers l'utopie, chez un certain nombre de membres du Conseil constitutionnel, c'est sûr. Également d'autres sont pour des raisons politiques, vont rejoindre parce que ça fait bien, parce qu'il faut rester unis. Et il y a une prise de conscience actuellement. Je citerai le personnage qui va tout à fait à l'inverse, qui fait un travail remarquable actuellement, qui est pratiquement le principal opposant vraiment juridique parmi les juristes, c'est Jean-Éric Schoettl, qui est l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. Alors il a réalisé, c'est Paul sur la route de Damas, il a réalisé, et il était conseiller d'État puis secrétaire général du Conseil, donc l'autorité administrative du Conseil, et il dit que pointe à chaque fois, à chaque décision du Conseil, en montrant que c'est complètement ahurissant. Donc il y a actuellement une opposition interne. Les gens ont fini par comprendre. Effectivement, il y a un foisonnement de nouveaux droits. Mais alors, oui, par rapport à l'état de droit, est-ce que, effectivement, ce foisonnement de nouveaux droits remet en cause l'état de droit tel que défini dans la Constitution, c'est-à-dire l'organisation du pouvoir, l'équilibre des pouvoirs qui peut exister. On a vu déjà dans l'Assemblée, effectivement, ça on va dire, branler un peu du manche. Du côté de l'exécutif, il y a des recherches, un petit peu comme le Conseil constitutionnel, d'une certaine créativité avec une sorte de polysynodie, avec les conseils. Finalement, en fait, avec tout cet édifice, où on est l'état de droit? Oui, j'ai bien aimé votre expression, polysynodie, dans la fiche que vous avez revue. C'est vous, c'est votre expression? Non, mais je crois que c'était le régime de la Régence. Oui, bien sûr. Oui. Mais le rapprochement, c'est vous qui l'avez fait. Oui. C'est bien, c'est vrai. Très percutant. Après, j'avais l'exemple aussi d'Assinarchie, oui. qui était autre chose. La polysynodie, c'est vraiment ça. Donc c'est effectivement l'état de droit où est-ce qu'il en est. Vous l'avez vu, ça vient du côté des Allemands. Effectivement, il y a une remise à plat avec la règle Karlsruhe. En France,
il n'y a toujours pas vraiment chemin de Damas à ce niveau-là. Le fait de recréer des États, enfin, des droits multiples, de dénier aussi aux Français le fondement du référendum, ça posait question sur l'unité de l'État, sur le fait que l'État soit droit. Ça me fait penser par exemple à Mitterrand qui disait que pour la droiture, pour la justice, il y avait Badinter, et puis tous les coups tordus, il y avait Dumas. Donc est-ce que l'État est droit ou tordu aujourd'hui en plus? L'État est droit ou tordu, et qu'est-ce qui nous ferait penser qu'il y a des moyens de remédiation? Alors ça, c'est une affaire extraordinaire. C'est le mot qu'on entend le plus actuellement dans n'importe quel débat, à la radio, à la télévision, à la presse, ou au Parlement. On nous oppose toujours l'état de droit. Ah ouais. Ce à quoi vous pensez serait contraire à l'état de droit. Oui. Après, il y a une version vulgaire que sont les valeurs républicaines. Oui. Alors encore les valeurs républicaines, on peut en discuter, mais l'état de droit, c'est vraiment extraordinaire, parce que qu'est-ce que c'est que l'état de droit? Je me demande souvent ce que c'est l'état de droit. L'état de droit, ça signifie, c'est une sorte de squelette qui existe dans tout État. C'est ça l'état de droit. C'est le squelette qui donne forme à un État. L'ensemble des ossements, etc., qui donnent forme à un État. C'est tout. Comme a très bien dit un auteur de sciences politiques jadis, qui en 1936 étudiait la constitution du Troisième Reich, il avait écrit: le Troisième Reich est à sa manière un état de droit. Le régime hitlérien était à sa manière un état de droit. C'était au niveau des juristes allemands, il était construit, il y avait une série de normes. On pouvait évidemment contester, on a vu quel était le résultat, mais c'était un état de droit. Tout État a sa structure, ou alors c'est l'État tyrannique, un tyranno qui fait n'importe quoi sur une île du Pacifique Sud. Mais autrement, non. Chaque État est à sa manière un État de droit, et dans le régime national-socialiste, il y avait un État de droit. Donc ça peut rien dire. L'État de droit, c'est le squelette. Alors c'est comme si vous dites, oui, mais ce sera pas conforme au squelette de notre État. Non, ça signifie absolument rien. C'est une sorte de totem que l'on ramène constamment. C'est une formule complètement ridicule dans le débat politique. Ça n'existe pas. Tel droit tel qu'on le conçoit dans le débat politique, ça n'existe pas. On peut faire un débat autour de tel ou tel principe véritablement juridique, peut-être aussi autour des valeurs républicaines, quitte à les expliciter. Qu'est-ce que sont ces valeurs? Mais l'état de droit, non. Oui. Comme le principe de précaution. Oui, c'est ça, comme le principe. On peut mettre de côté l'état de droit et appeler de nos voeux finalement un état de droite, tout simplement. Mais ce point-ci, en fait, c'est de dire qu'effectivement des droits s'appliquent d'abord aux nationaux, bien sûr, et à tous les résidents sur le sol national, et aussi que cet État, c'est aussi une organisation des pouvoirs qui s'appuie sur des normes juridiques, avec pour base la Constitution, et qui permet d'éviter, vous parliez effectivement de la Constitution nationale socialiste, qui permet d'éviter d'avoir des groupes de pression qui, à l'intérieur de l'État, créent des coteries, créent une société de cours, comme on l'a vu aussi notamment par exemple dans l'organisation de l'État français, où effectivement au fur et à mesure des coups d'État du 13 décembre 40, de 41, de 42, effectivement c'était plus des coteries avec une organisation un petit peu à la va-vite, un peu improvisée, comme on a pu voir aussi au niveau de la Convention de 1793, où effectivement c'était des coteries qui organisaient l'État, et finalement en fait il n'y avait pas de droits applicables à tous, c'était des droits applicables à chacun en fonction de sa position dans, on va dire, dans la chaîne alimentaire politique qui mangeait tel ou tel de ses enfants. Oui. L'état de droit, je n'ai peut-être pas été assez précis.
L'état de droit, c'est l'ensemble des normes qui structurent justement l'État. C'était inventé par un très grand juriste viennois, nous parlons de Vienne tout à l'heure, Hans Kelsen, qui a été le grand auteur de droit public de l'entre-deux-guerres mondiales, et qui a bien défini l'État, selon lui, comme un ensemble de normes. Mais je vous ai dit, cet ensemble de normes varie selon l'idéologie fondatrice. Et donc ça n'amène rien. C'est abstrait. C'est une structure abstraite. C'est ce que j'ai voulu dire à travers le squelette. Oui. Alors, on a vu, en fait, là je vais vous poser une question qui peut nous intéresser, qui s'appuie sur l'actualité. Vous avez effectivement le squelette de cet État, on est dans un cadre national. On a un peu l'impression que la Constitution européenne, on est dans une sorte d'exosquelette qui vient, mais qui peut nous compresser. Certains parlent de souveraineté européenne. Alors ça, c'est particulièrement d'actualité parce qu'aujourd'hui, on va avoir les élections européennes l'année prochaine. Vous avez des gens qui ont des velléités de faire ressortir la démocratie chrétienne, comment dire, des fins fonds de l'histoire et de réinventer cette démocratie chrétienne autour de la souveraineté européenne, en appelant même de Schuman. Donc, est-ce que pour vous, première question, la souveraineté européenne est une couche en plus, c'est une couche organique en plus autour de l'exosquelette, à l'intérieur de l'exosquelette qui vient se surrajouter aux organes constitutionnels français? Est-ce qu'il existe, enfin tout simplement, une souveraineté européenne qui viendrait en plus de la souveraineté nationale? Est-ce que cette souveraineté nationale existe encore réellement? Oui, alors tout ce qui est droit européen, c'est une sorte de projection. C'est très curieux, c'était extrêmement curieux, c'est une sorte de projection virtuelle que, personnellement, quand j'étais étudiant, j'admirais. J'étais très européen, autour de gens comme Pierre-Henri Tedjen, qui était un immense personnage, un homme tout à fait extraordinaire, très européen. Alors il convertissait tous les étudiants ou enseignants qui l'approchaient à sa grande idée européenne, qui était d'ailleurs différente de celle d'aujourd'hui. C'était l'État, l'Europe à 6 ou à 9, c'était pas l'Europe d'aujourd'hui. Il y avait moins de contraintes quand même, etc. Alors les juges européens ont eu un culot extraordinaire, comme les juges français avec l'arrêt de 1971. Ils ont eu un culot extraordinaire. Ils se sont dit qu'ils allaient juger comme s'ils étaient la juridiction d'un État fédéral. Ils ont eu cette illumination le matin, et ce fut l'arrêt Van Gand-Elos, que vous connaissez, qui est un arrêt qui nous situe dans une espèce d'État fédéral européen. C'était une projection virtuelle. Alors, à l'époque où l'arrêt a été édicté, était pris, prononcé, cela semblait un progrès. On a dit voilà, la construction européenne avance, c'est formidable, c'est formidable. Et puis depuis, on a non seulement le gouvernement des juges en France, mais aussi le gouvernement des juges en Europe. C'est-à-dire qu'actuellement, toute décision politique peut être contrée par la Cour de cassation, par le Conseil d'État, par la Cour de justice de l'Union européenne et par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on a 4 instances au-dessus de la décision de l'exécutif et au-dessus parfois de la volonté du citoyen. Donc c'est une situation extrêmement... On a aussi posé question avec la réforme de 2008 sur la question bien sûr, de constitutionnalité. Nous avons 5, bien sûr, nous avons 5, j'ai oublié le plus important, j'ai oublié le constitutionnel. Nous avons 5 juridictions qui sont là pour dominer. Ça pose un problème énorme, avec en plus les récentes simagrées du syndicat de magistrature. Ah oui. Donc il fait qu'on peut vraiment se demander, quand on passe devant un juge, quelle est sa couleur politique. Donc c'est une situation extrêmement difficile.
qu'on peut résumer d'un mot, c'est une espèce comme on dit tout à l'heure, de post-démocratie. Post-démocratie, avec les élites gouvernantes, et en particulier les élites judiciaires, qui nous disent ce qu'il faut penser. Il y a la règle du jeu, il y a l'étape de la loi. L'étape de la loi, et sinon vous êtes un dissident. C'est pourquoi je comparais au pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie, la démocratie ouverte, c'est ça, il y avait une masse de dissidents, parce qu'ils ne se sentaient pas concernés par ce qu'édictait l'État démocratique populaire. Et bien là, c'est la même chose. Actuellement, le principal problème, pas le seul, mais le principal, c'est l'immigration. Alors la Commission européenne tient à cet acte de la loi et elle est en train de sanctionner tous les pays qui n'acceptent pas sa politique d'immigration et ses conséquences. C'est-à-dire la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, etc. Une situation extrêmement grave, extrêmement difficile. Elle sera peut-être dénouée sur le plan politique s'il y a un grand changement aux élections européennes. Là, ça serait, s'il y avait une autre majorité qui se dégageait aux élections européennes, ce serait un choc extraordinaire. Je parle de l'ensemble de l'Europe, oui. Pas du cas français. C'est alarmant, parce qu'on ne parle plus d'opposants, mais de dissidents. Et vous m'avez appris, que l'opposant est à l'intérieur du système. Le dissident est soit poussé à l'extérieur du système, soit se met en retrait du système. Oui, on a pu voir face à des dissidents, c'est une situation tout à fait nouvelle. C'est pas une nouvelle en Occident d'ailleurs. Mais là, c'est extrêmement préoccupant. Et je dois dire humblement que je ne vois pas comment en sortir, parce que nous n'avons pas de moyens. Que faire contre le syndicat de magistrature? Est-ce que... Il faudrait un gouvernement extrêmement puissant qui procède à une épuration de la magistrature, comme ça a été le cas en 1944-45. On est bon, on en est là. Mais il faudrait un gouvernement extrêmement puissant. Est-ce que la politisation des juges, comment dire, c'est une fatalité? Et dans ces cas-là, la prise de judo, c'est de prendre en compte la politisation des juges et de faire comme il existe dans certains systèmes, notamment le système américain, ou procéder à l'élection des juges. Est-ce que c'est pas juste c'est accepter finalement que les juges soient politisés et de leur dire, puisque vous êtes politisés, et bien dans ces cas-là, vous allez vous mettre dans le jeu politique, et le jeu politique, l'expression du jeu politique, c'est l'élection. Oui. Donc, est-ce que c'est pas une solution? Il y a... Sur le papier, ça serait très logique. Mais ça existe déjà, les tribunaux de commerce sont élus. Oui. Il y a le principe de l'échevinage aussi. C'est tellement, je sais pas, il faudrait un effort extraordinaire quand on voit la faiblesse de nos gouvernants. Il faudrait un effort extraordinaire. Et par référendum? On revient à la question de l'Assemblée. Ou par l'Assemblée, mais dans ce cas, il faut une Assemblée forte. Donc, pour l'instant, tout est verrouillé. Tout le travail, c'est de verrouiller. Tout le travail des gouvernants, c'est de verrouiller, de faire que le méchant citoyen ne puisse pas renverser la table. C'est exactement cela. Alors, quelle est la sortie? Effectivement, sur le papier, ça pourrait être une piste. L'élection des juges, ça serait une piste qui permettrait de casser cette couleur politique quand même importante. Le syndicat de magistrature, c'est un tiers des magistrats dans les élections conventionnelles, ça fait beaucoup. Oui. Un tiers des magistrats, ça fait beaucoup. Oui, sur le papier, oui. Je ne sais pas ce que ça donnerait. C'est totalement étranger aux traditions françaises, mais ça serait peut-être intéressant. Alors il y a aussi le modèle suisse. Oui, le recours au référendum. Le modèle suisse, alors on nous chante aussi le modèle suisse. Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire un référendum qui ne serait plus déclenché uniquement par le pouvoir, mais qui pourrait être aussi déclenché par un certain nombre de citoyens. C'est un élément intéressant. Il y a eu récemment l'échec du référendum d'initiative partagée sur la fameuse question des retraites. Moi, je pensais que ça passerait. Je pensais que, pour principe, on aurait un début, ça aurait été un succès pour la démocratie, quand même. Et non, là aussi, le verrou est arrivé et ça a été mis en échec. Sur le papier, c'est aussi très intéressant, très séduisant.
problème, c'est que la France n'est pas la Suisse. Oui. La France n'est pas la Suisse c'est un particulier, tout petit, canton. Parce qu'il n'y a même pas une ville politique de la Confédération. La ville politique, c'est dans chaque canton, c'est-à-dire pratiquement dans la ville de Genève ou dans la ville de Lausanne. C'est un État lui tout seul. C'est tout petit. Oui. Un collègue de la fac de droit de Genève me disait, si je fais une plaisanterie dans mon cours, le lendemain, toute la ville, c'est la plaisanterie que j'ai faite. Donc c'est comme un petit village, c'est quand même extrêmement réduit. En plus, avec un système particulier, quand on voit le nombre de banques et le nombre d'oligarques et d'industriels, etc., qui se sont réfugiés à Genève, c'est aussi un système très particulier. Je ne suis pas sûr que c'est... Mais enfin, il faudrait de toute façon ouvrir les chances du référendum, les voies du référendum. Ça, c'est aussi une constante. Je pense à quelqu'un comme Maurice Horiot, qui était un grand auteur des années 1920-1930, qui était un homme de gauche, doyen de Toulouse, il était tout à fait conforme à l'idéologie dominante de cette région de France. Et il pensait que le niveau intellectuel du citoyen français ne cessait de s'élever et que donc on pourrait avoir de plus en plus recours à la consultation du peuple sous différentes manières. Je crois que c'est une des chances. C'est une belle conclusion parce que finalement là on reste maintenant sur l'incertitude parce qu'on constate que les études sur le taux moyen de QI des Français depuis une quinzaine d'années a baissé d'environ 4%. Donc ça laisse à la fois un motif de discussion et d'espoir concernant ça. Un petit Comme disait Kipling, c'est une autre affaire. C'est ça, c'est une autre affaire. Et pour finir, en quelque sorte, on a revenir sur le modèle suisse. La condition d'exercice du référendum est liée aussi à l'organisation territoriale. Et finalement, j'ai peut-être un exemple de constitution qui a testé ceci, c'était le modèle de constitution de Weimar, avec une organisation de Länder, de territoire, qui était fédérale, avec un modèle qui a beaucoup inspiré effectivement les constitutionnalistes français dans le premier projet de 46 et dans le projet de 58. Finalement, c'est une recherche en quelque sorte à ce niveau. Et vous faites la synthèse avec mon histoire personnelle, notamment avec Jean Valline, et ma première année à Strasbourg, où on avait effectivement une histoire de la constitution de Weimar, oui. Et notamment le professeur Floss, à Sciences Po Strasbourg, qui était un spécialiste de la constitution suisse. Donc on a été un petit peu biberonné à ce niveau-là, et finalement, 30 ans, enfin non, 25 ans après, finalement, en fait, on retrouve ces questions-là sur des paradigmes qui sont aujourd'hui totalement différents et qu'une société, une pratique institutionnelle qui a totalement changé. Alors, deux remarques sur ce que vous venez de dire, sur la Constitution de Weimar et sur le modèle suisse. Et sur le modèle suisse, je pense qu'il serait intéressant quand même d'aller vers ce modèle avec des précautions parce qu'il faut éviter le harcèlement référendaire. On peut imaginer demain un puissant parti mélenchoniste, pour ne pas le citer, qui, à chaque décision importante du gouvernement, rassemblerait des signatures et il n'y aurait plus seulement le harcèlement du Conseil constitutionnel qui fait que lorsqu'on vote une loi à l'Assemblée, on ne sait pas si elle va être valide ou non, mais il y aurait aussi le harcèlement des citoyens encadrés par tel ou tel parti. C'est un danger. C'est un danger. C'est un peu ce qui s'est passé en Italie, d'ailleurs. C'est un peu ce qui se passe en Italie. C'est un danger, mais qu'il ne faut pas exagérer. Je pense qu'on peut prendre des précautions. Par exemple, je pense que si on disait qu'il fallait 1 million de signatures, 1 million de signatures, dont une certaine fraction d'élus, ben, je pense que ça fonctionnerait. Je pense que ça fonctionnerait. Il faut quelques précautions. Mais ce serait intéressant. Et ce n'est pas dans l'air du temps, parce que je ne pense pas que nos dirigeants actuels veuillent être dépossédés, ne serait-ce que d'une petite fraction de leur pouvoir. Alors sur la Constitution de Weimar, le souvenir qu'on en a dans l'opinion publique, c'est une constitution impuissante qui a fini par donner Hitler, c'était la puissance incarnée, mais il y avait quand même un élément très important.
qui avait été inventé par les grands juristes allemands, c'était l'état de nécessité. C'est-à-dire, ça c'est extrêmement important, la démocratie, voilà, vous avez la Constitution, mais il y a virtuellement une deuxième Constitution qui peut surgir en cas de nécessité. Si vraiment la situation est très grave, on fait appel à la deuxième Constitution, qui est virtuellement logée dans la première. C'est absolument génial. C'est un peu ce qui a inspiré le général, bon là on peut en discuter avec l'article 16. C'est un peu ce qui l'a inspiré. Mais ça c'est extrêmement intéressant parce que quand on voit l'opinion publique avec nos Français très intelligents, ils ne comprennent pas qu'il peut y avoir une nécessité. Pour eux, justement, on revient à ce qu'on dit tout à l'heure, quand ils parlent d'état de droit, il y aurait une constitution intangible, quels que soient les assauts qui sont menés contre l'État. Mais il y a aussi un aspect de relativité, et donc cette idée d'une deuxième constitution en cas de nécessité est extrêmement importante, et elle gagnerait à être comprise par le Je crois qu'on a fait un petit peu un tour de la question sur ces questions d'actualité. Donc je vous invite effectivement, on a quelques ouvrages de disponibles, à pouvoir reprendre effectivement de la profondeur, notamment de la profondeur historique sur ces questions-là, qui permet justement de, à la différence des principes particulièrement nécessaires à notre temps, d'avoir des connaissances particulièrement nécessaires à notre temps, mais fondées sur votre analyse historique et sur cette somme qui finalement en fait nous permet de prendre conscience qu'on est la suite, enfin on est les héritiers d'un passé et aussi les continuateurs et les fondateurs d'un futur qui pose beaucoup de questions encore aujourd'hui. Merci surtout de m'avoir invité, Charles-Edouard, et bonne chance pour votre continuation de notre groupe de Génération Neuilly, les rencontres que nous continuons d'avoir. Donc là, je suis très heureux. Une question. Vous avez cité donc les 5 organes qui sont devenus des contre-pouvoirs politiques sous couvert de juridisme. Quid de ces nouveaux parquets qui ont été créés, je pense notamment au parquet national financier qui a été créé en 2014. Voilà. On ne sait pas trop d'où, on sait un peu par qui, on sait à quelle fin, qui permet même de sortir, au-delà de bloquer des projets de loi qui sont votés par les deux chambres, ça permet même là, au-delà de bloquer les projets, ça permet de sortir des chevaux de la course et d'éliminer des hommes politiques et de mettre un arrêt ferme à leur carrière politique. Là, je pense notamment à Balladur qui a eu 25 ans de mise en examen et qui a été blanchi à 92 ans. Et on peut aussi penser à Nicolas Sarkozy, dont c'est le cas actuellement. C'est absolument. C'est un scandale absolu. Ma grande surprise, c'est que ça n'ait pas provoqué plus de remous dans l'opinion publique. Le peuple français accepte tout. Accepte tout. On a dû éliminer un candidat qui semblait favori au départ. Les gens acceptent ça. Ils sont récriminés. Il y a un livre d'ailleurs d'un magistrat, Herbert Lehmann, qui est absolument. Qui va au fond de l'affaire. C'est intitulé, je crois, l'affaire Fillon. Vous pouvez donner des références. Et c'est absolument. En plus, tout a été violé. Tout a été violé. La législation sur laquelle s'appuie le parquet national financier n'était pas du tout adéquate, correspondant, ajustée à l'affaire Fillon. L'affaire Fillon, bon, évidemment, l'affaire Fillon, il y a un côté moche, un côté malsacien, les petits bénéfices, avec évidemment le montage qu'il avait fait avec sa femme, etc. Tout ça est désastreux, dérisoire et désastreux, mais la législation financière n'était pas faite pour ça. Les textes auxquels ils s'en pensent, c'est pour les grands scandales financiers. L'affaire Fillon, ce n'était pas un grand scandale financier. Donc déjà là, c'était. Alors en plus, de manière démoniaque, François Hollande a construit avec son parquet national financier une création
avec au départ des magistrats qui avaient tous la même couleur politique, bien désignés par Hollande. C'est une sorte de revolver qui est braqué sur la classe politique. C'est absolument incroyable. Je pense que si la France reste une démocratie, les hommes politiques et les historiens ou les magistrats d'avenir porteront un regard stupéfait sur l'œuvre du monde. C'est absolument incroyable. Là, c'est une atteinte à la démocratie. Oui. On l'avait C'est évident. C'est évident. Ça, c'est l'extrême du gouvernement des juges. Oui. Oui. D'autres questions? Il y avait un mot sur Kissinger, non? Oui, je crois que vous avez travaillé avec Kissinger. Oui. Pourriez-vous en parler un petit peu? Le rapport entre ce qui s'est passé aux États-Unis oui, c'est intéressant. Oui. Et peut-être même un lien avec Antonin Scalia, cette famille américaine. Kissinger, d'abord, c'est un réaliste, quoi, en deux mots. Et c'est le cas de toute la vieille génération diplomatique américaine. C'est un groupe de réalistes. Ils ont au fond réhabilité le réalisme diplomatique, ce qui, dans l'atmosphère de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, n'apparaissait pas adéquat, ne correspondait pas à l'opinion publique, qui était très idéaliste, on sortait des régimes totalitaires, etc. Donc il y avait un grand besoin. Et puis au fond, il y avait une lutte messianique contre la puissance de l'Union soviétique. Les États-Unis se dressaient comme une puissance messianique avec son idéologie, le libre-échange, etc. Donc Kissinger et Nixon ont cassé cela et ont mis pleine lumière sur une vision réaliste de la diplomatie. Mais il y avait eu avant Kissinger, il y avait eu quand même ce génie de la diplomatie qui était Kennan, George Kennan, avec son fameux, c'est extraordinaire, c'est un coup de génie diplomatique. Il est en poste à Moscou et il publie de manière anonyme dans la revue Foreign Affairs un article en 1946 en disant voilà ce qu'est l'Union soviétique, voilà ce que sont les démocraties nucléaires, voilà comment il faut les combattre. Alors c'est là qu'il dit il faut les endiguer, surtout évitons une troisième guerre mondiale, parce qu'on en est à quelques centimètres. Évitons une troisième guerre mondiale, nous allons endiguer ce système. Et c'est un système qui fonctionne mal sur le plan intérieur, il s'effondrera de lui-même. Et Kennan a été prophète, c'est ce qui est arrivé. C'est incroyable, c'était absolument inimaginable. Le puissant système soviétique s'est effondré tout seul, sous Gorbatchev. Il aurait pu en être autrement. Si on avait eu à la place de Gorbatchev un rat en guerre, après on a réalisé qu'il y avait des plans du pacte de Varsovie qui décrivaient comment faire une progression terrestre par surprise jusqu'à Brest, l'autre-Brest, Brest-Litovsk, Brest-Bretagne. Donc un danger était possible, une guerre mondiale était possible, mais c'est l'hypothèse de Kennan qui s'est réalisée. Alors évidemment, si on confronte l'idéologie kissingerienne et la prophétie de Kennan avec ce qui se passe actuellement, l'Occident est extrêmement imprudent. L'Occident est très imprudent. Je pense personnellement qu'à un certain moment, Vladimir Poutine ne voulait qu'une chose, de se raccrocher à l'Occident. Il n'était plus communiste, il avait instauré l'orthodoxie comme nouvelle religion d'État, retour à l'époque des tsars. Bon, disons qu'il avait, c'est vrai qu'il avait un style des anciens agents de la KGB, c'est vrai, etc. Mais il avait rompu avec le communisme tel qu'il avait existé, et je pense qu'il aurait été possible de le raccrocher à l'Occident. Les erreurs ont été commises. Les erreurs ont été commises. Graves ont été commises. Le fait que du côté américain, c'était comment? C'est une sorte de paresse d'esprit. Par paresse, c'était facile
de garder le même ennemi virtuel. J'avais été très frappé, 5-10 ans après la chute du mur, vous voyez les scénarios que publiait le Pentagone, et ces scénarios, ils nous parlaient de quoi? La Russie, nouvel ennemi virtuel, la fédération. Le communisme s'était effondré, l'URSS n'existait plus, eh bien, il fallait mettre la Russie comme nouvel ennemi virtuel, probable, d'après les scénarios du Pentagone. Et puis, il y a aussi, il faut anéantir Carthage. Donc, beaucoup de milieux américains avaient la volonté de poursuivre. La guerre froide a été une guerre mondiale qui n'a pas eu lieu, une guerre mondiale sans coup de feu, et les États-Unis ont été les grands vainqueurs, et il y a eu un certain nombre de milieux américains qui voulaient aller plus loin, qui voulaient vraiment faire s'effondrer Carthage, aller jusqu'au bout. Donc maintenant c'est très... Vous avez une approche politique qui est, pour finir, qui est, pour rebondir sur ça, qui aujourd'hui en fait est réaliste, oui, versus constructiviste aujourd'hui, oui, enfin, ce qui était vu comme constructiviste, et aujourd'hui ce constructivisme, c'est-à-dire cette création ex nihilo d'une politique qui est totalement découpée des réalités, et bien en plus, aujourd'hui on a une charge en plus, ce que disait Dominique Moisy, c'était il y a la charge émotionnelle en plus, oui, qui fait que finalement en fait on a plus on a plus des comment dire, on a une géopolitique, une position politique de l'émotion, donc des responsables politiques qui vont sur leur compte Twitter, qui vont aligner les différents drapeaux correspondant aux différentes causes à la mode d'aujourd'hui, oui, donc et finalement en fait et on le voit aujourd'hui, ça grève très fortement la capacité d'analyse et donc de décision politique, oui, tout au moins ça retarde, oui, beaucoup de... C'est vrai, c'est pas un terme aussi, de côté. Et voilà, c'est ça, c'était... C'est la politique de l'émotion. C'est ça. Mais il y avait une phrase, j'essaie de me la rappeler exactement, c'était une phrase de Kennan avant sa mort, Kennan a vécu très longtemps, et avant de mourir, il assistait à ce qu'il commençait à prendre conscience du désordre qui régnait dans les relations entre l'Occident et la Russie. Et plus avant de mourir, il a dit qu'on allait vers une erreur stratégique majeure. Et il a employé un mot qui était, un adjectif qui est plus fort que majeur, une erreur stratégique évidente, décisive. Et c'est un peu ça, parce que là, il est vrai qu'on joue avec le feu, vu les derniers éléments, le quartier général de la marine, oui, Sébastopol, qui était bombardé, qui a été touché par des missiles probablement français, oui, français ou anglais. On ne dit pas. Avec en plus cette précision qui a été atteinte, est-ce qu'elle est faite des services de renseignement ukrainiens ou est-ce qu'elle a été permise par les services de renseignement occidentaux? On peut comprendre la colère de Lavrov, je crois que c'était un tribune de l'ONU, où il a dit que vraiment là, on flirtait vraiment avec la co-belligérance, parce que ou bien on va réussir à trouver la formule d'une paix, je ne sais pas comment, une paix rapide, ou bien sinon ça va très mal tourner. Oui. Enfin, c'est pas la première fois que on frappe un pays. Je pense à la guerre des Malouines, notre partenaire, oui, anglais, on a réussi à prouver l'efficacité des exocètes français, oui, sur la marine britannique. Oui, mais l'Argentine était un pays oui, périphérique. Périphérique, tout à fait. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc merci d'être venu. Et puis on va pouvoir bravo, rester un petit peu là. Merci de votre accueil.